Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de ce dimanche 25 juin. En football, l'aventure Gold Cup continue pour les Matininos. La sélection de la Martinique est attendue demain face au Salvador. Alors comment se portent nos joueurs avant cette rencontre importante? Réponse dès le début de ce journal. Le bien-être et la santé mentale des chefs d'entreprise, des sujets souvent passés sous silence. Durant 2 jours à Madiana, le salon OSE mettra à l'honneur les dirigeants. L'occasion de mettre l'accent sur le bien-être au travail des salariés et des patrons. Alexandre Ventadou, président de Martinique Développement, sera notre invité. Et en fin d'édition, boxe française et kickboxing avec, chez les petits, la première rencontre interclub depuis le Covid. Le rendez-vous s'est tenu aujourd'hui au Lamentin. Le rendez-vous est pris demain dès 18h30. Les Matininos disputeront leur premier match de poule face au Salvador. Une rencontre importante pour la sélection de la Martinique qui doit décrocher une victoire dans l'espoir de se qualifier pour la suite de la compétition. À quelques heures du match, les joueurs martiniquais sont sereins et poursuivent leur préparation. Christophe Arnerin. Beaucoup de concentration sur les visages des Matininos à l'entraînement. Après l'euphorie des victoires en match de barrage, le groupe martiniquais a pris la pleine mesure de la seconde partie de la compétition qui s'ouvre à eux. Durant les séances, les joueurs ont soigné les fondamentaux et ont surtout redoublé d'efforts. Ils sont conscients qu'une victoire est fondamentale lors du premier match face au Salvador pour espérer poursuivre l'aventure de la Gold Cup. Sachant qu'on connaît les deux autres adversaires, on les a déjà joués et on sait à peu près comment ils jouent. Donc c'est de surtout bien démarrer la compétition contre le Salvador pour ensuite bien enchaîner les 2 autres matchs. Pour enchaîner les autres matchs face au Panama et au Costa Rica, 2 nations bien connues par nos Matininos, il faudra marquer des buts et en prendre le moins possible, une dynamique que Marc Colas souhaite mettre en place à travers une solidarité renforcée de son collectif. Mon premier défenseur, c'est Brighton. Donc voilà, je veux dire, ça passe par là. Le football de haut niveau, aujourd'hui, il y a plus d'équipes qui peuvent se permettre d'avoir 1 ou 2 joueurs qui ne font pas les efforts défensifs. En tout cas, à notre niveau, on n'en serait pas capable. Donc il faut absolument que tout le monde travaille défensivement, que ce soit dans le jeu, sur les coups de pied arrêtés, voire même sur les touches. La dernière confrontation entre le Salvador et la Martinique, c'était le 16 juillet 2003. Le 11 de l'époque avec Persin, Dicano, Corridon ou encore Eulier s'est incliné d'un tout petit but inscrit en seconde mi-temps. 20 ans plus tard, les Matininos ont de nouveau leur destin au bout de leurs pieds. Et la Martinique face au Salvador, un match que vous pourrez suivre en direct sur les antennes de Martinique la première, demain dès 18h30. Un village sécurité routière installé toute la journée sur le parking du Palais des Sports du Lamentin. Il s'agissait de permettre une prise de conscience collective quant aux dangers de la route. L'occasion également d'interroger les organisateurs de l'événement sur le contrôle technique bientôt obligatoire pour les 2 roues. Kelly Loneté, trésorière de l'association Femme Madabike, répond à Fabienne Léonce et Aurélie Treuil. On espérait qu'avant de prendre ce genre de décision, pour nous, il y avait plein de choses d'abord à vérifier, comme l'état des routes par exemple, parce que honnêtement, 90%, même plus des motards, nous sommes des passionnés. Nos motos sont très bien entretenues parce que nous aimons la moto, mais nous aimons aussi nos motos. Et clairement, pour nous, ce n'est pas le sujet de l'entretien des 2 roues motorisées. Le sujet, pour nous, c'est avant tout l'état des routes. Et sincèrement, on se sent incompris. Et les motards, trop souvent victimes de la route en Martinique depuis le mois de janvier. 17 personnes ont été tuées sur nos routes, parmi elles 5 motards. Ce matin, au village de la sécurité routière, nous avons rencontré Claire, une jeune motarde de 30 ans, victime d'un accident de la route il y a quelques semaines. Son témoignage avec Fabienne Léonce et Aurélie Treuil. Une simulation pour rappeler la violence d'un accident et la prise en charge méticuleuse des pompiers. Cette scène, ce cauchemar, Claire l'a vécu il y a près de 2 mois. Claire est motarde et vice-présidente du club Femme Madabike qui organise cette journée de sensibilisation. J'ai été victime en fait d'une automobiliste qui m'a délibérément coupé la route sans clignotant, sans signalisation, sur un ralentisseur. Donc j'étais en train de tout simplement de recommencer à accélérer parce que j'allais quitter mon ralentisseur et je me suis fait percuter.
d'un coup très sec et très violent et j'ai même pas compris sur le coup ce qui m'était arrivé. Parce que je me suis retrouvée à terre. Je raconte ça, j'ai des frissons parce que c'est assez récent et assez fort. Et en fait, comment expliquer ? J'ai vraiment été l'homme surpris battu. Parce que j'étais sur ma voie, en fait, dans ma ligne droite, et je me suis retrouvée à terre, projetée sur plus de 50 mètres. Conséquence directe, une cheville en miettes, une fracture ouverte et des os broyés. Selon les chirurgiens, je n'ai pas de possibilité de marcher sans boiter, selon eux. Parce que pour eux, malheureusement, il me manque de l'ossature, donc j'ai perdu mes os. Pour eux, c'est la conséquence, c'est qu'ils vont bloquer ma cheville, donc ils vont souder ma cheville à mon tibia. Cette conséquence fait que je serai obligée de boiter toute ma vie. Alors j'ai 30 ans, me dire que je vais boiter toute ma vie à cause d'une automobiliste qui n'a pas voulu attendre 2 secondes et mettre son clignotant, très franchement c'est dégueulasse. C'est dégueulasse et encore plus quand la personne s'en va en fait. Entre sentiment d'impuissance, de profonde injustice et une fragilité manifeste, Claire a décidé de se battre et de participer malgré sa douleur à cette manifestation, journée qui prend toute son importance sur la prise de conscience des dangers de la route. Chacun a une prise de conscience à un moment ou à un autre. On sait que quand on est motard, on passe le permis, on a les équipements obligatoires comme le casque, les gants, il faut faire attention, il faut les bonnes chaussures parce qu'une chute, ça ne prévient pas. Et c'est vrai que de plus en plus, on entend des accidents de la route avec les motards qui sont mis en code, des motards qui décèdent. Et c'est vrai qu'il y a match à la réflexion et c'est pour ça aussi qu'on a fait le village moto le matin, c'est la sécurité, pour faire aussi prendre conscience aux gens que la moto, c'est pas un jeu. Et que juste, un manque d'inattention, le fait d'être sur le portable, ça peut tuer quelqu'un, ça peut rendre quelqu'un handicapé, ça peut rendre quelqu'un invalide et ça peut aussi faire une jeune fille de 30 ans boiter toute sa vie. Voilà. Nul n'est à l'abri et chacun doit être responsable. Le message ne cessera d'être répété. Et la route, justement, a encore fait une victime ce dimanche. Un homme de 68 ans a perdu la vie à Ravin-Touza à Shelcher. Son véhicule a été retrouvé en contrebas de la route. Une femme installée sur le siège passager souffre de blessures légères. Un article est à lire sur notre site internet martinique.lapremière.fr. 35 000 entreprises en Martinique et autant de dirigeants. À l'heure où on parle de burn-out, leur santé est désormais un enjeu de société. Durant 2 jours à Madiana, un salon sera dédié à cette problématique. L'Agence régionale pour l'amélioration des conditions de travail va délivrer les résultats de sa consultation réalisée pour l'occasion. Edilia Eugène Mormain et Stéphane Petitfrère. Son ordinateur toujours en main. Ce chef d'entreprise n'a pourtant pas l'intention de travailler aujourd'hui. Car s'accorder des jours de repos, c'est l'équilibre qu'il s'impose désormais pour éviter de sombrer dans le surmenage. J'ai fait l'expérience de ce qu'on appelle le burn-out, d'être très fatigué. En 2019, je suis arrivé à un moment donné où j'étais encore seul dans mon entreprise et un jour, j'ai pas pu me lever, j'avais très mal au dos et en fait, mon corps m'avait dit stop. Le chef d'entreprise vit une solitude parce qu'il a l'impression que finalement c'est le seul à mener le bateau, c'est le seul qui doit être responsable des enjeux financiers. Tous les jours, finalement, arriver à gagner le pain pour en payer finalement son équipe. Mais aujourd'hui, l'approche que j'ai, c'est vraiment de créer une culture d'entreprise où il y a de l'empathie, on accepte de partager des vulnérabilités, on se soutient et c'est ça qui me donne, moi, de la force. La pression financière, une préoccupation accentuée chez les dirigeants martiniquais. C'est ce qui ressort de la consultation menée par l'ARACT auprès de 75 chefs d'entreprise du territoire. Par exemple, la trésorerie, c'est l'élément le majeur ici. Et on peut faire la comparaison. On sait qu'on a des délais de paiement de manière générale en Martinique qui sont beaucoup plus longs qu'elles le sont dans l'Hexagone, ce qui pourrait être en partie une explication. D'autres facteurs de fragilisation émergent, comme le manque de temps, les obligations administratives ou encore le sentiment de solitude dans la prise de décision. Après le constat, l'ARACT évoque quelques pistes pour éviter que ces pressions aboutissent au développement de maladies. Ce que les dirigeantes ont remonté, c'est-à-dire notamment le besoin de ne pas se sentir seul, de pouvoir être accompagné, de pouvoir bénéficier de temps d'échange avec leur pairs ou avec des spécialistes. Et bien ça, par exemple, ça pourrait être de le mettre en place. Et puis par ailleurs,
il pourrait être développé aussi un questionnaire, quelque chose qui permettrait d'être porté, par exemple, par des services de santé au travail, qui d'ailleurs, depuis la loi de 2021, doivent apporter cette offre pour les travailleurs indépendants, et bien de pouvoir avoir des éléments qui pourraient servir d'alerte. Des dispositifs à ce jour inexistants. L'enjeu est pourtant essentiel à l'équilibre du tissu économique. Car un dirigeant malade, c'est un risque de faillite décuplé pour l'entreprise. Et avec nous, Alexandre Ventado, président de Martinique Développement. Bonsoir. Bonsoir. Alors, cette année, le Salon OSE met l'accent, entre autres, sur le bien-être et la santé mentale des chefs d'entreprise. Est-ce que c'est un sujet tabou ou très peu abordé? C'est un sujet très peu abordé, de moins en moins tabou, parce qu'aujourd'hui, les choses se disent de plus en plus. Mais c'est vrai que jusqu'à présent, il n'y a pas eu de grande initiative, en tout cas en Martinique, pour en parler, pour collectivement essayer de trouver des solutions. Alors, quand on parle à un chef d'entreprise, on lui pose la question « Comment vas-tu ?» Souvent, il répond sur la santé de son entreprise et non sur sa santé physique, sa propre santé. Est-ce que ça veut dire que... est-ce qu'il est capable de dire « J'ai trop de travail, je suis surmené » ou est-ce qu'il s'en rend compte Je suis pas sûr qu'il s'en rende compte. Quand on regarde la consultation qu'a menée l'ARACT et qu'on regarde le nombre d'heures passées d'un chef d'entreprise qui dépasse allègrement les 45-50 heures, et pour avoir moi-même été chef d'entreprise, dans ce volume d'heures-là, on n'a pas l'impression que quelque chose ne va pas. Or, alors c'est toujours une question de comment on aménage son temps, sa vie personnelle et sa vie professionnelle, mais c'est vrai qu'on est déjà là dans une problématique de trop d'heures. Mais au-delà du temps de travail, parce que quand je fais de ma passion mon métier, le nombre d'heures, finalement, je ne le ressens pas de la même façon. C'est surtout qu'est-ce qui s'accumule, qu'est-ce que je porte sur mes épaules, que j'ai 0 salarié ou des centaines de salariés. Alors justement, vous parlez de trop d'heures, vous parlez un peu de surmenage. Il y a un chiffre qui m'interpelle, 70% des chefs d'entreprise estiment ne pas pouvoir s'arrêter, même si le médecin le recommande. Est-ce que ça veut dire que les arrêts maladie, c'est un mythe pour un chef d'entreprise? Est-ce que il y a la peur aussi du chiffre? Il y a la peur du chiffre. Il y a aussi surtout ce sentiment que si moi, en tant que chef d'entreprise, je m'arrête, l'entreprise s'arrête. Et là, c'est une vraie problématique. Ça veut dire qu'on n'a pas mis en place le système, la structure qui permettent à l'entreprise de vivre par elle-même. Ça veut aussi peut-être dire qu'on a peu ou mal délégué. Parce que quand on est une entreprise avec quelques salariés, il faut pouvoir s'appuyer sur des individus, sur un système, sur des process. Donc je pense qu'il y a quelque chose à travailler sur la structuration même du projet d'entreprise et ensuite sur le bien-être de celui qui le porte. Est-ce qu'il y a des lieux qui existent ou des ateliers qui permettent aux chefs d'entreprise de se retrouver, de discuter entre eux de certaines problématiques, notamment de cette surcharge de travail ou du bien-être? Alors, il y a des lieux, l'ARACT en est un, et puis il y a des lieux d'État dont on va beaucoup parler lors du salon OSE, mais je voudrais aussi rendre hommage à toutes les associations d'entreprises, CPME, MEDEF, etc., etc., Réseau Entreprendre, Contact Entreprise, Martinique Développement. On est des endroits où il y a des accompagnants de l'entreprise, mais également beaucoup de chefs d'entreprise qui, entre eux, discutent, élaborent et se mettent un peu à nu, un peu plus en tout cas. Très bien, Alexandre Ventado, président de Martinique Développement, merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, je rappelle que le Salon OSE 4e édition, c'est lundi et mardi au Palais des Congrès de Madiana. Jour de fête ce dimanche au quartier Kerlis à Fort-de-France avec la 4e édition du Festis Saint-Christophe. Cette année, la paroisse renoue avec la tradition de cette fête populaire arrêtée pendant la crise Covid. Ce dimanche, les fidèles étaient nombreux. Une satisfaction pour les responsables de la paroisse, comme l'explique Julien Briscan, responsable de la communication. Le curé et son vicaire ont ramené une dynamique sur la paroisse qui avait été perdue pendant une longue période. Et là, je peux vous assurer que tout le monde est content. Regardez autour de vous comment ça se passe. Tout le monde est heureux. Et nous aussi, on est heureux de permettre à tout le monde de se retrouver en communauté fraternelle. Quand vous parlez de dynamique perdue qui est en train d'être retrouvée, c'était quoi cette dynamique ? Eh bien, c'était ce que vous voyez aujourd'hui. Malheureusement, la période creuse a défavorisé cette communauté qui était soudée, qui était unie, qui était en fraternité. Et là, la fraternité revient et on est content, on est heureux. Franchement, le travail que font le curé et son vicaire est extraordinaire. Et nous, comité des fêtes, on est là pour appuyer encore cette démarche en apportant de la joie, en essayant d'organiser différentes manifestations afin que tout le monde soit bien sur la paroisse.
Allez, ce dimanche était également jour de sport. Le Stade Spiritain accède à l'élite du football martiniquais. Cet après-midi au Stade Louis-Achille s'est tenue la rencontre de barrage face à l'Essor Préchotin. Score final 2-1. La réaction de Wilson Nats, capitaine du Stade Spiritain, interrogé par Guy-Albert Malungila et Jean-Marc Kenanga. On s'est donné les moyens, on a travaillé, on a bossé, même si c'était pas évident, même s'il nous manquait des joueurs. Mais on a montré à tout le monde qu'on mérite notre place de 1 après la saison qu'on a fait. On a fait une saison, on a perdu quand même 2 défaites au match aller. C'est pas rien, donc félicitations à l'Essor, c'est dommage pour eux aussi, mais on avait envie. C'était à qui voudra le plus, on le savait, on s'est dit ça. On n'a pas lâché les mots, on n'a rien lâché. Donc après 17 ans, on retrouve la R1 et on espère y rester la saison prochaine. Il y aura un gros travail à faire. Et en basket, peu de suspense pour les finales de Coupe de Martinique. Chez les femmes comme chez les hommes, le Golden Star a dominé les rencontres et rajoute 2 nouvelles Coupes de Martinique à son palmarès. Retour sur la soirée avec Christophe Arnerin. Il y avait peu de place pour le suspense ce samedi soir au Hall Pélière de l'ancien Fort-de-France. Dans la finale féminine, c'est le Golden Star qui fait la meilleure entame de match et qui parvient à creuser l'écart avec plus de 20 points. Dans ce contexte où l'écart de niveau semble flagrant, difficile pour la Gauloise de Trinité d'inverser la tendance. Mais les Trinitéennes, combatives, ont tenté de clôturer la compétition la tête haute. Au terme de match joué d'avance, le Golden Star s'impose 60-35. On jouait très peu collective et nous avons fait beaucoup de pertes de balles. Et le Golden Star a su, on va dire, rentabiliser ses pertes de balles en faisant des contre-attaques et en faisant des jeux rapides qu'elle réussissait. Championnat restreint. Et quand on joue face à des équipes comme la Guadeloupe et la Guyane, le championnat anti-Guyane, c'est pas les mêmes adversaires, c'est pas la même opposition, c'est pas le même jeu. On manque de ça ici malheureusement, mais écoutez, on continue à travailler. Même scénario chez les garçons, si ce n'est que le challenger, l'AS Black Star, a offert bien plus d'adversité aux hommes du Golden Star. Mais là encore, l'expérience et le niveau de jeu des Foyalais a très vite pris le pas sur la fougue des Spiritains. Ils s'inclinent d'un tout petit point face au Golden Star, 70-69. C'est vrai qu'on est un jeune groupe. L'année dernière, avec ce jeune groupe, on arrive en finale. Cette année, on revient en finale. On est en train d'apprendre. Et un jour on l'aura, je suis persuadé de ça. Ça va être une saison plutôt compliquée avec beaucoup de polémiques par rapport à notre équipe. Donc ça fait juste qu'on montre qu'on était présent et qu'on méritait tout ce qu'on a gagné cette année. Carton plein pour les Foyalais du Golden Star qui clôture la saison avec 2 Coupes de Martinique et surtout un capital confiance important avant la trêve. Du sport de combat maintenant ici, l'on en croit l'engouement des petits. La boxe française et le kickboxing ont de l'avenir chez nous. Ce matin, à l'Institut martiniquais du sport, garçons et filles ont disputé leur toute première compétition. C'est en effet la première rencontre interclub depuis le Covid. Delphine Bess, Marc-François Calmeau. Le bruit du gong, le regard des juges et du public. Ces petits boxeurs vivent pour la première fois les conditions de la compétition. Ils ont entre 5 et 10 ans et déjà 2 à 3 ans de pratique. 15 secondes, accélère s'il te plaît. Leurs prestations ont déjà de l'allure et leurs médailles ne sont pas en chocolat. Tu es en centre pour la décision ? Ça fait peur, en même temps on est excité. Il faut bouger, il faut donner des coups en se contrôlant et il faut esquiver et c'est pas facile. Ça lui a permis d'aller un peu de l'avant parce qu'il était un peu introverti et il est plus cérébral et donc ça lui a permis aussi de connaître un peu les situations de concours, les situations d'affrontement, tout en gardant un respect de l'adversaire. Et c'est vrai que la boxe c'est pas uniquement du combat, c'est aussi de la préparation mentale. Avec les enfants, l'on ne parle pas de combat, mais d'assaut. Il n'y aura que 3 reprises d'1 minute chrono, mais à cet âge, l'emploi de la force est interdit. Les petits combattants seront notés à la touche par les 3 juges. Je leur apprends que des fois on peut prendre des coups, des fois on peut avoir une opposition, mais pas grave, pour se relever, il faut boxer quand même. Après, il y a un arbitre sur le ring qui fait régner la loi, c'est-à-dire jusqu'à l'âge de 18 ans, les boxeurs, les enfants ne peuvent pas utiliser la puissance. Donc ils ont le droit de toucher à la tête, au corps, aux jambes, mais sans puissance. Et du coup, une fois que la puissance n'est pas contrôlée, l'arbitre est là pour faire respecter, on demande aux enfants de diminuer. Ce matin, les filles sont aussi nombreuses que les garçons. Plusieurs coups en même temps. Dans la famille Galli, les 3 filles de 5, 7 et 9 ans pratiquent la boxe française. D'où peut-être ce sens exacerbé de la compétition.
Tiana, la cadette, a du mal à gérer ses premières émotions. On a tenu les 3 reprises. Donc, tout l'assaut, on l'a tenu. Malgré que c'était difficile. Donc on peut tenir encore. Et c'est ce qu'on apprend. Ça me rend triste de la voir comme ça. Mais quand même, je suis fière d'elle parce que même si elle pleurait, elle a continué à boxer. Alors, je trouve ça super. Il ne faut pas mettre trop de pression sur l'enfant quand même. Non, c'est l'essentiel, c'est dès lors qu'elles ont fait le combat et puis qu'elles se sont amusées, c'est essentiel. En plus, elles n'ont pas mal perdu. T'as bien aimé? Tu dois recommencer? Non? Pour les plus jeunes, il faut insister sur le fait de participer. Et même pour celui qui a perdu, il a appris qu'aujourd'hui, il n'était pas prêt. Et il sera prêt pour la prochaine fois, certainement. Les 24 petits boxeurs repartent tous avec leur médaille et une première expérience de la compétition. L'an prochain, leur calendrier de rencontres interclubs sera beaucoup plus soutenu. Voilà pour l'actualité sportive de ce dimanche. Direction la Guyane maintenant, où les tortues sont souvent victimes de la pêche. Résultat, l'espèce est en voie d'extinction. Pour renverser la tendance, une écloserie a vu le jour il y a quelques semaines. Ingrid Sosséisma et Éric Léon. La plage des Hâtes sur la commune d'Awala-Yalimapo, dans l'ouest guyanais. Un site de ponte pour tortues luttes et olivâtres. Un spectacle pour touristes et locaux qui viennent nombreux les observer à marée haute. Chaque jour, une équipe de l'association Quata patrouille sur la plage à la recherche de tortues luttes et de leurs œufs, car l'espèce est menacée d'extinction. De nouveau, ce matin, on a pu constater énormément de nids détruits par les chiens, donc pas des nids de lutte, mais des nids de tortues vertes. Et on voit sur Awala de manière récurrente, de plus en plus importante, les effets majeurs de l'érosion qui sont vraiment devenus maintenant une contribution très très significative au déclin également des tortues marines dans le monde. Les populations de tortues luttes ont reculé de 90% dans la région des Guyanes et de 97% spécifiquement sur la plage d'Awala-Yalimapo. Pour lutter contre l'extinction de cette espèce marine menacée par la pêche illégale ou encore le braconnage, une solution de sauvegarde a été mise en place. Effectivement. Bonne nouvelle, Benoît. Ouais, vas-y, c'est quoi? Le deuxième nid, une tortue verte, c'est 4 cm à sortir. Le nid de tortue de l'écloserie? Ok, on arrive alors. Hein? C'est bon. Ça sort? J'ai regardé, il reste que 4 cm. Dans ce nid, des bébés tortues pointent le bout de leur nez. Après la ponte, chaque nid de tortue lutte est déplacé par les agents, ici, dans cette écloserie artificielle, un peu plus loin sur la plage. L'incubation se fait alors sous protection constante jusqu'à l'émergence. Vraiment, qui est de l'intérieur ce grillage qui empêche effectivement les petites de sortir et de se disperser, qu'on soit vraiment bien en mesure de compter combien d'émergences vont sortir. On sait exactement combien d'œufs on a mis. Après 2 mois d'incubation, les 49 tortues de ce nid émergent. La manipulation est délicate. Une par une, chaque tortue est enlevée du nid, puis les émergences sont relâchées à la mer. Les agents de l'association Quata et les agents de la réserve naturelle de l'Amana travaillent en collaboration pour échanger sur les bons gestes à adopter. C'est vraiment important d'avoir ces gestes-là parce que ça permet vraiment de faire, on va dire, le prélèvement dans les bonnes conditions, quoi. Voilà. L'avantage de l'écloserie, c'est l'installation sur le territoire de la réserve. Voilà, c'est pour ça qu'ils viennent nous voir si le travail est fait, si le travail de prélèvement des œufs est vraiment accompli, il y a un taux de réussite. L'écloserie compte actuellement 19 nids, dont 4 d'olivâtres. C'est la 3e éclosion depuis la mise en place de cet enclos, un outil de préservation et de sensibilisation qui espère voir à nouveau le retour massif des tortues luttes sur la plage d'Awala-Yalimapo. Et voilà qui met un terme à cette édition régionale. Je vous rappelle le titre principal que nous avons développé. Demain, dès 18h30, les Matininos disputeront leur premier match de poule face au Salvador. À quelques heures du match, les joueurs martiniquais sont sereins et poursuivent leur préparation. Une rencontre à suivre évidemment sur Martinique, la première en direct. Merci pour votre fidélité. Restez avec nous pour votre journal national et international.